tout citoyen qui pouvait identifier un char adverse, eh bien, pouvait utiliser une application et envoyer les coordonnées de la cible. Ça, quelque part, ça remet en question la séparation entre le civil et le militaire. Bonjour Quentin Ladetto, je suis absolument ravi que vous soyez présent aujourd'hui pour cet entretien pour la Fondation Jean Monnet. Ben, bonjour Boris, merci pour l'invitation en tout cas. Très Bah, sympathique et très intéressé aussi à cet échange. parfait, écoutez, j'aurais peut-être une question préliminaire afin d'un petit peu comprendre quelles sont vos activités. Donc Quentin Ladetto, vous êtes directeur de recherche au sein de Arma Suisse. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Arma Suisse? Et j'enchaîne tout de suite avec une autre question de présentation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le DevTech ainsi que l'atelier des futurs pour lequel vous œuvrez depuis 5 ans maintenant, si je ne m'abuse? Alors effectivement, merci pour cette question. Alors je vais commencer directement par qu'est-ce que Arma Suisse? Alors Arma Suisse a un statut bien précis. C'est en fait l'Office fédéral de l'armement suisse qui est responsable de l'équipement de l'armée ainsi que des biens immobiliers du DDPS, donc du département de la Défense, de la protection de la population et des sports. Et à l'intérieur de cet office, il y a une entité qui s'appelle Arma Suisse Sciences et Technologies, qui est, comme son nom l'indique, le centre technologique du département. Et à l'intérieur de Arma Suisse S&T, comme on l'appelle pour Sciences et Technologies, on a une unité en charge de la recherche, de l'anticipation et de l'innovation. Et ce qui est connu actuellement sous le nom de DevTech, ce que vous mentionnez qui répond à l'acronyme de Défense Future Technologies en anglais, c'est en fait un programme de recherche en prospective technologique. Donc voilà, une réponse assez longue, mais qui met en contexte la chose. Et depuis 2013, le programme anticipe, inspire, informe, instruit ces différentes parties prenantes dans le but d'impacter les décisions, principalement technologiques, que doit faire donc Arma Suisse ou l'armée. Et par l'intermédiaire de rapports, de jeux, de journées que l'on organise, de design fiction, on essaye de faire comprendre en fait le changement qui est en cours dans le monde actuel pour en extraire, si on veut, des implications pour mieux préparer demain. Donc on y couple la science, l'imagination, la fiction, et c'est comme ça qu'on arrive à des formats parfois assez innovants qui vont nous aider à diffuser ce message. Et l'atelier des futurs, justement, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il produit et quelle est votre place au sein de l'atelier des futurs? Alors justement, c'est vrai qu'en parallèle à ce dispositif enfin, qui représente en fait mon activité professionnelle et de façon totalement privée, par contre avec mon collègue Thomas Gauthier, qui est professeur et doyen associé à l'EM Lyon Business School, nous avions lancé l'atelier des futurs en 2000, non 2020, pardon, c'est vrai qu'il faut pas se donner, on n'est pas aussi vieux que ça dans les intentions. On avait créé initialement un site internet qui fonctionnait un petit peu comme un journal de bord de réflexion derrière les activités de prospective que l'on avait lancées avec DevTech. Ce qui avait commencé à deux personnes, eh bien, on est actuellement 90 ou 90 autrices et auteurs différents qui partagent des expériences, des intuitions dans le domaine de l'anticipation. Et comme on dit souvent, jamais 203,
Eh bien, avec le même compère qui est Thomas, donc, et en intégrant tout le travail qu'avait fait Madame Isabelle Chapuis par rapport à la formation continue, à l'anticipation de la formation du futur, on a créé l'association Futur qui a vu le jour, en fait, afin de donner une structure et une petite forme juridique à toutes ces activités parallèles mais complémentaires au travail que l'on fait chez Arma Suisse pour l'anticipation et la prospective. Dans le DevTech, ce que l'on cherche à faire, c'est justement de matérialiser sous une certaine forme, qui peut être un rapport, un événement, une journée de conférence ou des ateliers, de manière à pouvoir faire sens de tous ces signaux, de tout ce que l'on voit, de toutes les tendances, qu'elles soient technologiques, avec tout ce que l'on parle maintenant, l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotisation, mais aussi d'autres tendances telles que tout ce qui se passe dans les matériaux, dans le domaine spatial. Donc, en fait, on essaye de comprendre ce que toutes ces tendances vont signifier. Alors, dans notre cas présent et le cas de mon activité professionnelle pour le domaine de la défense, donc aussi bien en tant que menace que opportunité pour l'armée suisse, et alors que dans les autres activités, on va se concentrer sur d'autres domaines ou sur des façons de faire, sur des méthodologies, comment, par exemple, faire au mieux un atelier, comment préparer certaines cartes. Donc, on va aller beaucoup plus dans le détail de comment le faire, alors que avec la structure DevTech et le dispositif d'anticipation, on va quand même aller dans le quoi, en fait, dans le qu'est-ce que cela va impliquer au niveau de la doctrine, au niveau des procédures, au niveau des changements qui peuvent naître de ces convergences technologiques, mais aussi socio-économiques, légales, politiques, pour la plupart, de ce que l'on voit se passer aujourd'hui. Merci. Alors, j'aurais peut-être encore une dernière question un petit peu introductive. En fait, la prospective, c'est quoi? Et en quoi elle se différencie de l'expérience de pensée ou même de la pure science-fiction? Alors la, la question peut sembler facile, mais en fait enfin, elle peut être un peu plus difficile que prévu. Moi, ce que j'aime bien pour définir un peu la prospective, c'est ce qu'avait énoncé Gaston Berger, qui était quand même le fondateur de la prospective en France, qui disait qu'avant d'être une méthode ou une discipline, la prospective, pardon, c'est d'abord une attitude. C'est une façon d'être, si on veut. C'est beaucoup de bon sens et puis de prendre le temps de réfléchir à ce qui pourrait se passer, vraiment d'anticiper la chose, d'anticiper voilà, ce dans quoi je vais évoluer demain. Alors, si je suis une entreprise, un individu, un État, euh, il n'y aura pas les mêmes intérêts, il n'y aura pas les mêmes thèmes, mais finalement, la logique, c'est la même. Comment faire pour que je sois prêt à affronter soit une menace, soit à tirer parti et profit d'une opportunité qui se présente, et donc de rester en mouvement, de rester alerte, en deux mots, de rester prêt un peu à ces choses qui peuvent survenir. Pour reprendre une image qu'utilise aussi Thomas dans la prospective, c'est un peu comme si quand on met un avion en soufflerie, on essaye avant qu'il prenne son vol, de voir comment le fuselage réagit à des intempéries, à différentes conditions. Et donc, la prospective, ce qu'elle essaye de faire, c'est de remplacer l'avion par le présent, ou bien un business plan, ou bien un produit que l'on a fait. Puis avant de le lancer, enfin avant peut-être même de le développer ou de le lancer sur le marché, on lui envoie toute une série de futurs
possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle toujours de futur au pluriel. Et puis on va regarder comment est-ce que ce produit, ce business plan, cette idée va réagir dans différentes situations. Et donc, je trouve que ça illustre bien ce que l'on essaye de faire, c'est que l'objet d'intérêt, eh ben, c'est toujours le présent, et puis il y a la chose que l'on veut construire, et puis on lui envoie toutes ces hypothèses pour voir est-ce qu'il est suffisamment robuste, est-ce qu'on a pensé à tout, est-ce que... enfin, voilà, donc on reste, si on veut, alerte par rapport à ce qui pourrait se penser, et on ne va pas se bloquer dans des idées qui pourraient être préconçues ou bien des idées qu'on est peut-être les seuls à avoir et qui bien souvent ben, mènent à des catastrophes, quoi. Alors, ce que cela m'évoque à moi, en fait, c'est le mot d'anticipation. Et il se trouve que justement, il y a une catégorie dans l'atelier des futurs qui s'appelle l'anticipascope. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cette catégorie? Alors le projet Anticipascope est effectivement un projet assez passionnant à mes yeux car il a pour but d'anticiper les crises de demain. Alors, généralement, on a la première réaction, c'est de dire, oui, bon, ben, c'est bien gentil, mais des crises, il y en a déjà assez dans le présent. Pourquoi est-ce que vous essayez de créer ces nouvelles crises? Alors, c'est un petit peu dans l'idée de se dire que lorsqu'on a une surprise, lorsqu'une première chose se passe, généralement, on se sent un peu pris au dépourvu. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, ce projet a pour ambition de générer toute une série de ces crises pour déjà que on y soit confronté une première fois dans un domaine, dans un environnement virtuel. Donc on joue à créer ces crises simplement pour que si elles se passent, eh bien déjà on aurait cette impression de déjà vu et on se dit, ah, on a déjà été confronté à cette situation dans un monde ludique et donc on va savoir comment réagir. Par contre, le projet va quand même un point, en fait, un cran plus loin. La création de crise, bah, quand on le fait par groupe, c'est la première étape. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les groupes vont s'échanger les crises. Et donc, la deuxième étape est en ayant cette crise créée par un autre groupe, la question qui va se poser est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, tout de suite, afin de faire peut-être dans l'idéal que cette crise ne se présente pas, ou pour en minimiser les impacts. Et donc, à la fin de en fait, de ce projet, de cet atelier, vous avez toute une série de crises, mais vous avez non seulement la description de la crise, mais également les solutions ou enfin, qui permettent de l'annuler. Donc, on passe de quelque chose qui pourrait à l'invention d'une maladie qui serait un peu dystopique quand même. On se dirait, bon, c'est un peu noir comme ça. Mais vu qu'on propose également le vaccin, avant que la maladie, c'est quand même assez sympa comme projet d'anticipation, de penser à des choses, de mettre tout ça, en tout cas conceptuellement, à disposition des décideurs pour voir ensuite bah, de vie se préparer, qu'est-ce que l'on veut mettre comme, qu'est-ce que l'on veut réaliser comme action qui vont permettre bah, de s'y préparer, de s'y entraîner, pour la finalité d'être un peu plus, moins surpris, on va dire, quand quelque chose sur lequel on aura déjà travaillé va se préparer, va se présenter. Et donc, en fait, à ce niveau-là, eh bien, on est complètement dans l'imaginaire, dans la science-fiction, donc on laisse l'imagination fonctionner et on la relie à la sortie, si on veut, avec le présent, euh, en sachant pertinemment qu'on ne pourra pas tout prévoir, on ne pourra pas tout
anticiper non plus, ne serait-ce que pour des raisons de ressources, qu'elles soient soit humaines, soit budgétaires, soit voilà. Donc voilà un peu notre contribution et ce qui se cache derrière le, le terme anticipascope. Et derrière en fait, ces scénarios, à la fin, eh bien, on a la chance d'avoir une personne enfin, sous le nom de Anne-Caroline Pocot qui met ça en récit, qui en fait des petites de fiction qui sont assez agréables à lire, justement pour permettre de sensibiliser qui doit l'être de manière un peu plus ludique qu'un rapport de X pages qui serait l'alternative beaucoup plus sérieuse, mais peut-être jamais lue euh, de ces travaux. Alors, je comprends que l'anticipascope est justement là pour anticiper, pour imaginer. Dans l'atelier des futurs, il y a également une autre catégorie que j'ai trouvée extrêmement intéressante, une nouvelle catégorie d'ailleurs, qui s'appelle futurs croisés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cette catégorie de futurs croisés? Oui, alors là, vous avez vraiment bien analysé la croissance du site. Alors, aussi, ce que l'on s'est rendu compte, c'est que, bah, partant du principe que tout le monde veut très bien faire son travail aussi, on s'est dit, mais quand même, on voit que le bassin que draine l'atelier des futurs, c'est un bassin de personnes, d'autrices, d'auteurs, pour la plupart beaucoup de francophones, français, suisses. Alors on a réussi à quelques-uns anglais, allemands. Là, on s'étend un peu vers le Canada, vers les USA, mais ça reste quand même une même façon de penser. On fait tous partie un peu de ouais, sans aucune connotation politique, mais bloc de l'Ouest, si on veut. Et l'idée derrière, derrière ce projet de Futur Croisé, c'était de se dire, mais enfin, quels sont nos biais? Et on s'est dit, bah, vu qu'on a une communauté grandissante, assez active, euh, comment est-ce qu'on pourrait rendre visibles nos différents biais en partant de pays différents, d'expériences différentes qui permettent de montrer ces sensibilités, ce multi- ou pluriculturalisme auquel on a affaire forcément en parlant du futur, parce que la projection, comment quelqu'un va se projeter, sera forcément dépendant de la culture. Alors, il y a beaucoup d'études, il y a aussi l'OCDE qui essaye de faire des choses similaires. Donc là, on n'a de nouveau aucune prétention quelconque d'être unique par rapport à ce type d'initiative, mais on s'est dit, ben voilà, ça pourrait être sympa sous un format assez simple d'essayer de contacter des personnes de différents horizons qui vont nous définir, nous présenter comment eux font de la prospective, comment eux identifient aussi leurs biais. Et puis ce qu'on va faire aussi, comme vous l'avez mentionné, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est aussi de dire quels sont nos biais. En tant que Suisse, qu'Européen ou Français, euh, qu'est-ce qui me limite dans ma façon de me positionner par rapport au futur? Et là, et même au présent du reste, hein. Et là, on voit que on va toucher des questions qui sont philosophiques, des questions qui sont sociétales, d'anthropologues. Et tout ça, si on veut, alors ça peut paraître complètement dissocié de la technologie ou du cahier des charges initial de DevTech, par exemple. Par contre, ça n'est pas tant que ça, parce que le rapport à la technologie, quel type de produit ou quel type de relation je vais avoir avec soit une intelligence artificielle, soit un robot, eh bien, ça va quand même être influencé par la façon, par mon éducation, par la façon dont je pense, par la culture d'où je viens. Et donc d'y prêter attention et de voir
ce qui se développe d'un côté de la planète et puis peut-être moins d'un autre, comment certaines choses sont utilisées, eh bien, ça permet aussi de nouveau de tirer parti, d'expliquer cette richesse et de montrer que finalement, peut-être certains produits qui n'ont pas de succès en Suisse ou en Europe, commercialement parlant, ont une toute autre, vivre une toute autre réalité ailleurs dans le monde. Et donc, peut-être que de nouveau, que cette menace ou cette opportunité, elle n'est pas forcément telle que l'on voit, telle qu'on l'aperçoit. Et donc, finalement, ça amène une pièce de puzzle supplémentaire à ce qu'on appelle simplement anticipation. Parce que derrière ce terme, si on veut qu'une technologie émerge ou qu'un produit émerge, il va falloir la financer, il va falloir des personnes qui l'achètent, parce que si quelque chose ne se vend pas, ça va, il y aura moins forcément d'investissement dans un domaine, et de comprendre cette dynamique, comment elle peut être différente dans différentes parties du monde, eh bien, ça va quelque part nous fournir des indicateurs, des informations sur ce qui peut ou pas se passer de manière plus ou moins proche ou lointaine dans le futur. Bah, la Suisse est déjà un pays plurilingue et multiculturel, donc c'est déjà presque en fait un terrain d'expérimentation pour ce type de réflexion, non? Alors tout à fait, mais on voit aussi comment certaines façons de penser ou certaines choses sont différentes entre la partie francophone, germanophone, italophone et romanche. Bon, peut-être un peu moins pour le romanche à cause euh, mais on essaye quand même d'être conscient de ces différences et ça apparaît, ça émerge assez rapidement quand on fait des ateliers. Bon, aussi, quand on fait notre service militaire, de nouveau, on voit que voilà, vous avez des sections romandes, des sections tessinoises, des sections suisses-allemandes, et là, on voit aussi des différences comportementales. Et donc, d'en tirer parti, de dire c'est qui est cette richesse-là, est-ce qu'on peut l'extrapoler au niveau européen, mondial, comme ça, et d'en être conscient, de ne pas vouloir mettre tout le monde dans un même moule, mais de se dire, voilà, on a chacun nos façons de penser, c'est pas qu'il y en a une qui est forcément mauvaise ou pas, mais de se dire, voilà, on pense différemment et qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'image que je peux avoir d'un futur qui ensuite va me motiver à le construire, donc à avoir des actions concrètes dans ma vie présente pour essayer consciemment ou inconsciemment de le rejoindre. Oui, bah, ça pourrait être Toutes aussi ces être un choses. modèle européen, hein, parce qu'on parle alors, d'armée européenne, de défense européenne, de coordination obligatoire entre les différents États, évidemment, mais armée également. Et il me semble que ce que vous produisez et le modèle suisse, en fait, pourrait être aussi une source d'inspiration assez pertinente, il me semble, au niveau européen. Est-ce que vous croyez que la Suisse représente un intérêt de ce point de vue-là, où on est complètement ignoré parce que trop petit ou pas intégré directement à l'Europe? Ben, disons que l'intérêt. Bon, alors après, la Suisse est un petit pays. Ça, géographiquement, on peut pas, on peut rien y faire. Elle est en plus au centre de l'Europe, ce qui est aussi géographiquement parlant, on fait partie de l'Europe. Après, l'Europe politique ou pas, ça, justement, c'est des décisions plus, on va dire, artificielles dans le sens que, voilà, l'humain suisse existe et le pays existe géographiquement au centre de l'Europe. Par contre, ce qui intéresse, enfin, ce qui est revenu un peu au goût du jour, c'est cette notion de milice, du fait que le citoyen suisse est indissociable du militaire ou bon, en tout cas, enfin, jusqu'à une période de sa vie. Et on n'a pas la distinction entre l'armée professionnelle et enfin, et le civil. Donc le civil est
intégrée d'une manière enfin, telle qu'elle l'est en Suisse, dans les réflexions et dans le fonctionnement de l'armée. Et on se rend compte aussi avec les récents conflits et ce qui se passe en Ukraine, sans aller dans le détail, que en fait, ce qui se passe sur le champ de bataille, ça impacte quand même passablement la vie civile, que les outils qui sont utilisés, c'est beaucoup plus compliqué à différencier ce qui est militaire, ce qui est civil. Où est-ce que commence un acte d'agression civile, militaire, surtout dans le domaine cyber ou digital? Tout devient beaucoup plus flou. euh, euh, et même, c'est des fois difficile est-ce que c'était une personne qui avait créé quelque chose? Est-ce que cette personne était pilotée par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était par idéalisme? Est-ce que c'était juste parce qu'on ne savait pas quoi faire un samedi soir et puis on s'est dit, bah tiens, je vais m'amuser à faire quelque chose? On sait que ça, en fait, tout est devenu beaucoup plus flou et c'est en fait notre nouvelle réalité. Et dans ce cadre-là, eh bien, le système d'intégrer le citoyen également dans des fonctions militaires ben, semble intéressant et on assiste à des réflexions. Qu'est-ce que cela signifierait pour d'autres pays, donc de supprimer une armée professionnelle et de revenir, alors peut-être de nouveau, je ne connais pas bien les détails de ces choses-là, mais peut-être pas dans son intégralité, mais qu'est-ce que ça signifiait d'impliquer beaucoup plus le citoyen dans l'armée pour créer aussi une cohésion nationale que l'on a en Suisse et où l'armée fait partie, donc de maintenir une sorte de cohésion entre des personnes qui pensent, qui vivent, bon, on n'est pas si différents que ça, mais avec des fois des états d'esprit un petit peu différents, et donc de construire cette mixité. Alors ça, c'est un petit peu ce que je pourrais dire par rapport au modèle suisse qui pourrait inspirer d'autres armées. Après, bon, du côté matériel, système et ça, on reste un marché. Enfin, après, c'est aussi du business. On est un marché relativement petit, euh, donc comparé à d'autres pays, mais d'intérêt aussi. Alors, autre sujet, autre menace ou autre thématique, je crois savoir que vous travaillez actuellement sur la thématique de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quoi cette thématique est liée à la Suisse qui, bah, ma foi, n'a pas de connexion directe avec la mer, avec les océans? Oui, alors ça, disons que c'est une thématique ou une réflexion qui est née un petit peu de manière, enfin, on va dire logique, mais euh, qui est née aussi un peu de manière artificielle, parce que c'est pas forcément ce qui est demandé au programme d'aller réfléchir à des thématiques de cet ordre. Par contre, ce que l'on s'est dit, c'est que généralement, dans les réflexions, on entend toujours, ou bien souvent en tout cas, que oui, pourquoi est-ce qu'on attaquerait la Suisse? Qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui pourrait être l'effet, comment est-ce qu'on dit ça, l'effet déclenchant? Et on a, on est arrivé un peu par là en disant, mais est-ce que bah, cette notion d'eau, vu qu'on appelle le château d'eau de l'Europe, alors même si, bon, c'est pas, enfin, oui, on est enfin, la Suisse est important, c'est le point de départ de certains fleuves, mais c'est pas, enfin, les fleuves sont nourris aussi par des bassins versants qui ne sont pas suisses, donc, et le Rhône arrive à Marseille dans une dimension qui, c'est pas exactement la même que celle qui quitte Genève, quoi. Donc, par contre, ce qu'on a essayé de se dire, c'était que bah, peut-être que l'eau pourrait devenir source de tension, comme elle l'a été dans beaucoup de conflits, hein. Notamment, on cherche à affaiblir, en tout cas au Moyen Âge, à affaiblir des points de résistance comme des châteaux forts, eh bien, en empoisonnant l'eau, en détournant des cours d'eau. Donc, il y a beaucoup d'éléments euh,
sensible, géopolitique, aussi liée à l'eau Ah, même, naturellement. Et même, on avait même actuellement, hein, il y a quand même pas mal de conflits entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant le barrage construit qui pourrait littéralement assécher l'Égypte du jour au lendemain. exactement. Donc, et donc, on est parti un petit peu sur ce constat, puis on s'est dit, bah, qu'est-ce que pourrait signifier cela pour la Suisse? Donc, on avait fait un ou deux scénarios, des petites vidéos qu'on a divulguées. Et aussi d'un point de vue purement technologique, parce que c'est finalement la prospective que l'on essaye de réaliser, bah, c'est de se dire qu'est-ce que, par rapport à cette thématique de l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre technologiquement parlant pour améliorer la situation ou être plus résilient. Et c'est là que tout d'un coup, on est confronté à l'eau en tant que boisson, on est confronté à l'eau en tant que source énergétique, notamment pour tout ce qui est barrage, stations de turbinage, justement de la transformation de l'eau en électricité. Par contre, c'est aussi un besoin pour la navigation sur le Rhin. Je pense que ça embêterait passablement France et Allemagne et même Suisse si demain le Rhin n'était plus navigable. On se rend compte que c'est aussi un élément pour les centrales nucléaires qui doivent être refroidies par l'eau. Donc, on se rend compte que cette eau a justement différentes facettes et que si elle venait à être rare ou enfin, en tout cas à se raréfier, peut-être que toutes ces conduites, tous ces barrages que l'on a, ça devient des infrastructures critiques ou beaucoup plus critiques et qu'il y a peut-être une dynamique qui pourrait se créer, qui pourrait être, enfin, qui pourrait naître, des tests qui devraient être faits beaucoup plus souvent, peut-être de protéger certaines infrastructures d'une meilleure façon. Alors, justement, nous, on n'a pas, notre but, c'est pas de trouver forcément les réponses, mais c'était en tout cas de remettre cette thématique un peu plus au goût du jour et puis de dire, ah ben, attendez, peut-être que euh, finalement, de considérer l'eau qui est en plus enfin, fortement impactée par les changements climatiques, par tout ce qui va arriver, de la considérer d'une manière beaucoup plus sécuritaire et puis de voir ce que cela implique. Donc le projet est en cours. On a une journée, donc fin 2025, qui sera dédiée à l'eau dans le contexte de la défense. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Et puis avec aussi Fabien Girardin, eh bien, on a créé une fiction, enfin un design fiction qui mentionne ou qui essaye de thématiser ça pour l'armée en disant est-ce que si on avait un corps dédié à la protection de l'eau, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Est-ce que c'est, enfin voilà, on a poussé un peu la chose provocative de manière avec le design fiction en essayant de thématiser la chose. Alors après, de nouveau, c'est un futur possible, probable. Rien n'existe concrètement à l'heure actuelle, mais ça nous permet de lancer une discussion, de se poser d'autres questions et justement d'aller de l'avant dans cette notion enfin, dans la gestion de la ressource de l'eau, peut-être d'une autre manière, parce que les temps changent, parce qu'on ne la fait pas. Les questions sont peut-être différentes de celles d'il y avait 50 ans. Mais comment c'est reçu en fait en plus haut lieu? Parce que en fait, le scénario qui se dessine, qui est tout à fait évidemment crédible, hein, l'eau est une ressource indispensable pour tout un tas d'activités que vous avez signalées, mais qui suppose en fait qu'on aurait des voisins qui se montreraient beaucoup plus agressifs que ça. Comment est-ce que ce type de réflexion est accueilli en plus haut lieu? Est-ce qu'on on se dit, mais non, c'est impossible d'avoir le moins de problèmes avec nos voisins. On se dit, bah oui, en fait, c'est une ressource indispensable. Si un jour ça vient à manquer, eh ben, nos voisins, ils pourraient peut-être être tentés de se l'accaparer ou en tout cas d'avoir plus de pouvoir en fait sur cette ressource. Alors justement, comme vous le dites,
enfin, comment c'est reçu? Comme beaucoup de travaux prospectifs, la première étape de la réception, elle est généralement un peu de la surprise, c'est de dire mais pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que vous énoncez cette question? On vous a pas, on vous a rien demandé. C'est un peu ça, disons, la réponse épidermique. Donc, passer cette première étape, en fait, notre but, c'est pas de provoquer pour provoquer, de nouveau, c'est juste de se dire, ben voilà, est-ce que la thématique, est-ce qu'on a pensé la thématique de l'eau dans sa globalité? Est-ce que de nouveaux éléments se présentent suite au changement climatique, suite peut-être à d'autres réalités? Comme vous l'avez mentionné, pour l'Égypte ou pour Assouan, ou bien pour, enfin, c'est bon, je crois que c'est le barrage, il est quand même en amont de Assouan, mais en fait, c'est des nouvelles réalités dans lesquelles on est confronté. Et puis, notre but, c'est simplement de se dire, eh bien voilà, suite à cette réflexion, comment est-ce que on réagirait dans ce scénario, dans ce qui pourrait se passer? Est-ce que l'on a les moyens de réagir ou est-ce qu'on est pris au dépourvu? Et si on est pris au dépourvu, eh bien, est-ce que l'on veut en faire quelque chose ou bien pas? Donc nous, on a un petit peu la partie facile, je veux dire, c'est que nous, en fait, on soulève des thèmes. Ensuite, est-ce qu'ils sont acceptés et qu'est-ce que l'on en fait? Bon, on est volontiers là pour participer à la discussion, mais après, on se rend bien compte que c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui demandent des solutions beaucoup plus inclusives que celles dont on fait, enfin, que l'on peut soulever. Donc, pour répondre à votre question, généralement, on soulève des thématiques. On essaye aussi beaucoup de mettre en perspective, parce que c'est facile de parler de changement climatique. C'est beaucoup plus compliqué de se dire, ben voilà, qu'est-ce que signifie le changement climatique pour l'approvisionnement en eau? À quoi va ressembler la Suisse demain? Si la Suisse change, peut-être que son mode de défense va changer. En fait, tous les véhicules, la plupart des véhicules de l'armée euh, enfin, roulent tout bêtement. Ils sont, comment est-ce que le terrain sur lequel vont rouler ces véhicules, si la teneur en eau change, est-ce qu'ils vont toujours pouvoir être opérationnels de la même manière qu'ils ont été jusqu'à maintenant? Donc, on voit que, en fait, en commençant avec un thème qui peut être, enfin, qui peut apparaître assez simple ou trop vaste, on arrive très rapidement en considérant des verticaux ou des domaines d'application très spécifiques à des points enfin, qui sont très pertinents dans la réflexion et sur lesquels, eh bien, peut-être, pour nous, on va susciter une question qui n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas soulevé ces thèmes. Et de cette question va peut-être naître un projet pour aller voir spécifiquement, concrètement, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, je ne sais pas, si les routes changent ou la stabilité des routes, surtout celles de montagne, va être impactée, peut-être de discuter avec des géologues qui, eux, vont être vraiment pour donner des indicateurs beaucoup plus précis. Et puis, si rien ne se passe, tant mieux. Mais par contre, s'il y a une conséquence à laquelle il faut faire attention, eh bien, on aura débusqué en fait cette question qui serait restée invisible autrement. Mais il y a beaucoup de ces questions, en fait, de ces menaces actuelles qui sont malheureusement plus uniquement localisées, mais qui touchent de nombreux pays. Vous parlez du changement climatique, ça va impacter le monde en entier. Est-ce que la Suisse échange sur ces thématiques avec les pays limitrophes, voire même avec les pays de l'Union européenne? Ou alors est-ce qu'on est vraiment isolé, on est une petite île au centre de l'Europe, malheureusement coupée de ces réflexions européennes? Ah, alors moi, je peux vous répondre uniquement au niveau opérationnel, si vous voulez. Alors nous, on a des contacts en fait avec toutes les entités, je dirais même
presque planétaire, enfin en restant sur la Terre, vu qu'on est un peu dans la science-fiction, on pourrait. Non, non, je vous rassure, on reste, on a déjà assez de travail au niveau planétaire. Donc, oui, je dirais même qu'on a d'excellents contacts avec tous nos, enfin, tous les pays, en tout cas européens, au niveau de la défense, les rapports, parce que nous, on travaille principalement sur des analyses, sur des rapports, sur ces façons de faire. On est bien intégré dans tout ce qui se passe aussi au niveau de l'OTAN, au niveau des différentes alliances. Donc de ce côté-là, les informations circulent, que ce soit au niveau de DevTech, de l'atelier des futurs, bah, tout est à disposition, tout est en open access. Euh, on nous, on nous questionne aussi en disant oui, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux d'avoir des réflexions, ou bien de mettre en libre accès tout ce que vous, tous ces thèmes-là? Bah, nous, on est parti du principe qui a pas été démenti jusqu'à maintenant, c'est de dire bah, quand les choses, quand on en parle, quand on soulève des thèmes, bien souvent ces thèmes, c'est un peu les mêmes pour tout le monde. Et c'est un peu ce que l'on se rend compte. Donc on essaye de construire sur ce que font d'autres nations ou d'autres entités, de construire par-dessus, d'apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qu'elles ont déjà fait. Donc déjà, on ne va pas répéter des travaux qui ont déjà été réalisés, mais voir peut-être d'ajouter une couche. Alors, qu'est-ce que ça signifie cela pour la Suisse? Est-ce que si la France ou l'Allemagne ont fait un rapport sur des tendances ou bien on va dire la menace du futur ou se projettent dans un univers qui est le leur, ou bien que eux ont déterminé comme important pour eux, eh bien on va le reprendre et puis on va dire voilà, est-ce que ça c'est est-ce qu'on a les mêmes défis, les mêmes est-ce que c'est une menace aussi pour la Suisse? Et donc et si c'est une menace, alors en quoi c'est une menace? Mais par contre, des fois, bah, je dis non, pour nous, cet aspect-là n'est pas très important. Par contre, cet autre aspect qui n'était pas important pour un autre pays ou pour une autre entité, elle devient important dans nos caractéristiques suisses. Et ça, donc c'est un peu comme ça qu'on essaye de collaborer, parce que ce qui est fondamentalement euh, classifié et secret bah, un peu dans toutes les industries, c'est qu'est-ce que vous faites de l'information, quelles sont votre liste de priorités, sur quoi vous allez travailler. Et ça, je pense que, bah, disons, même à notre niveau, des fois, on n'a même pas accès à ces listes. Et je dirais que bah, c'est des choses où on participe volontiers à la réflexion, mais ensuite on peut pas, enfin c'est pas forcément notre travail de réaliser l'implémentation et que à ce degré de réflexion-là, eh bien, enfin moi j'estime bien volontiers et j'ai aucun problème à ne pas être impliqué même. Alors, en termes d'implication, il y en a une autre qui est criante aujourd'hui en Europe, malheureusement, c'est la guerre. Et comme souvent, la guerre est un accélérateur technologique. Alors, on voit notamment bah, en Ukraine qu'il y a une grosse accélération technologique autour des drones et aussi du low cost, de manière assez étonnante, hein. On pense toujours à la guerre comme quelque chose d'hyper technologique, et ça l'est souvent. Mais là, en fait, en Ukraine, il y a vraiment un fort développement du low cost et des drones. D'ailleurs, les deux sont liés. Alors, est-ce que ces deux aspects, drone et low cost, font aussi partie des développements actuels prospectifs, pardon, dans l'armée suisse? Alors, c'est en tout cas un thème que l'on observe. Donc, on avait écrit un rapport sur le soldat low-tech qui est aussi à disposition. Donc, alors peut-être le low-tech, bon, on l'a nommé comme tel, donc on ne peut pas revenir. Mais le message qui était surtout derrière le low-tech, ce qui serait peut-être plus correct de mentionner, c'est ce qui est technologiquement accessible tout de suite. Ça veut dire que bah, si vous avez pour téléphoner enfin, besoin de communiquer, pourquoi redévelopper un téléphone spécifiquement militaire? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser, je sais pas, un iPhone ou un smartphone
en lui rajoutant une couche supplémentaire, ce qui réduirait des coûts. Donc c'était aussi un petit peu dans cette logique, ou dans la logique d'utiliser beaucoup de composants ou des composants venant du monde civil. Et là, on se rend compte que on est en porte-à-faux direct avec les problèmes de dual use, donc utilisation de matériel civil dans le domaine militaire, mais que l'on se rend compte en fait, c'est la nouvelle réalité quelque part. Parce que ce que l'on s'est aperçu avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que chaque produit civil qui peut aider au domaine militaire et quelque part justifié dans son usage, on ne va pas vraiment se poser de questions. De même que, à un certain moment, tout citoyen qui pouvait identifier un char adverse, eh bien, pouvait utiliser une application et envoyer les coordonnées de la cible. Ça, quelque part, ça remet en question la séparation entre le civil et le militaire. Et donc, je ne suis pas un expert juridique, mais en tout cas, la personne qui effectuerait cette identification devient lui-même un militaire, et ça veut dire, en conséquence, qu'on peut lui tirer dessus, parce qu'il n'est plus considéré comme civil. Et donc, de nouveau, ce que nous, on analyse et ce que l'on se rend compte, c'est que eh bien, ces réalités auxquelles on était plus ou moins habitués, tout devient beaucoup plus flou. Alors, de nouveau, on n'a pas de réponse, mais on se dit, mais est-ce que comme on le définissait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toujours facilement identifiable avec ce qui se passe? Et ce que l'on voit au niveau technologique, c'est que beaucoup des systèmes qui apparaissent, eh bien, c'est des technologies, comme vous l'avez dit, qui sont peut-être, je veux dire, c'est quand même des... On ne peut pas dire qu'un drone civil tel qu'il est piloté actuellement en Ukraine, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, enfin, c'est un peu des deux côtés, ce soit de la technologie low cost ou low tech. En fait, nous, ce qu'on avait dit, c'était plutôt low tech que low cost. Euh, Par contre, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est très facilement adaptable. Et puis ce qui surprend aussi, c'est la quantité de ces produits qui est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, on parlait de ces quantités pour la munition. En fait, pour des balles ou des grenades, on avait ce nombre un peu en tête. Et là, on se rend compte que on parle de drones, de quantité de drones, on parle de millions de drones. Alors, je ne sais plus si c'est par mois ou par année, mais je veux dire, bon, mine de rien, il faut les produire. Chacun de ces drones a plusieurs processeurs. Et on se rend compte que de nouveau, la production devient stratégique, l'accès à des ressources, soit hardware ou logiciel, devient aussi un nouvel élément de tension. On se rend compte aussi que tout ce que le domaine académique mettait en open access au niveau code peut être réutilisé, alors de nouveau, dans des applications où personne n'avait imaginé initialement que ça serait utilisé. Alors c'est toujours plus facile après de se dire oui, mais vous auriez pu penser, mais bon, je veux dire, c'est tout à fait illusoire de pouvoir le faire. Et en fait, ce ce que nous, on se rend compte, ou bien ce que l'on va essayer de remonter de nouveau d'un point de vue technologique, d'un point de vue c'est de montrer que finalement, beaucoup de ces nouveaux systèmes, beaucoup de ce que l'on considérait civil aussi dans l'interaction humain-machine, eh bien, peut être mis au service très rapidement de l'armée. Et, et, et en faisant cela, eh bien, on change, enfin, on contribue au changement de l'état d'esprit de l'armée qui va, suite à ça, devoir modifier ses façons de faire, modifier le type de système qu'elle va acheter. Mais ça, ce sera justement à elle, enfin ensemble, à devoir trouver les meilleures solutions à quel cas de figure on voudrait répondre.
Mais on voit, en tout cas de notre point de vue, que la technologie qui avant était principalement militaire, enfin high-tech, les derniers niveaux enfin les derniers développements technologiques venaient du monde militaire, coûtaient extrêmement cher. On se rend compte maintenant que on a, enfin maintenant c'est pas maintenant, c'est pas nouveau, mais on a vraiment ce changement de paradigme où les dernières technologies viennent du monde civil, viennent du jeu vidéo, des réseaux, enfin réseaux sociaux pour d'autres aspects plus cognitifs, fake news et ces choses-là, influencent de la population, réduction du niveau de vouloir se battre, en fait, qui impacte passablement les conflits, cet accès à l'information, cet accès je veux dire, l'information tout le temps, en temps réel, sur le terrain. Comme ça, on voit qu'il y a vraiment une autre réalité qui fait que cette distinction civile-militaire est de plus en plus compliqué à résoudre, à limiter. Et ça explique aussi pourquoi, bah, comme on parlait précédemment, pourquoi la Suisse, avec un système de milice, n'est finalement pas si mal préparée et pourquoi ça peut être aussi d'intérêt pour d'autres pays de comprendre comment ça fonctionne, de ces choses-là. Donc nous, on le voit un petit peu en regardant principalement les développements technologiques, mais je veux dire, on se rend compte facilement que la technologie, ben, sans le social, sans l'humain autour, ben, en fait, il manque beaucoup de parties, quoi. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, parce qu'on va arriver à la conclusion de cette interview, qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'avant, en fait, ce qui caractérise notre situation actuelle, c'est la porosité entre les questions militaires et les questions civiles, entre les questions personnelles et les questions globales, puisque, comme vous le dites très bien vous-même, on est influencé constamment par les réseaux sociaux, on peut produire chez soi, seul, avec des imprimantes 3D, des armes fonctionnelles, hein. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a des centaines d'ateliers personnels en Ukraine, par exemple, qui produisent des drones. Est-ce que c'est ça, pas ça, peut-être une des grandes différences de nos jours, c'est que, comme vous le dites très bien, il n'y a plus cette rupture directe entre le high-tech et le low-tech, entre ce qui coûte très cher et ce qui coûte vraiment pas cher, entre le civil et le militaire, et que bah, c'est peut-être ça aussi un des grands défis des guerres du futur, en tout cas des conflits du futur, c'est de réussir à traiter cette porosité qui était finalement assez confortable, hein, il faut le dire, hein. En tant que simple civil, en fait, on n'avait pas vraiment à se préoccuper de la chose militaire précédemment parce qu'on pouvait rien produire seul. On n'était pas important à moins qu'on soit présent dans une armée de milice. Aujourd'hui, bah, tout le monde peut être impliqué, tout le monde peut être vecteur. Le moindre téléphone portable peut devenir une arme, hein. Si vous êtes sur un champ de bataille et que vous avez votre téléphone portable allumé sur un réseau social, vous êtes une balise pour l'ennemi. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est nouveau, Euh, bon, après, justement, je ne suis pas la personne idéalement placée pour répondre à ce genre de questions, mais ce qui est assez impressionnant technologiquement parlant, c'est qu'une personne peut avoir un impact sur sur la sécurité d'un pays ou même au niveau européen. Là, on a vécu cette panne de courant entre enfin, sur l'Espagne et le Portugal il y a quelques jours. Alors, même si la cause, elle est encore inconnue, et de nouveau, ce n'est pas mon but de soumettre des propos complotistes ou quoi que ce soit, mais on voit la fragilité du système. Et ça, je pense, c'est un peu ce qui est nouveau, c'est que pour avoir un impact quel qu'il soit, aussi bien dans l'attaque, alors surtout dans l'attaque, on n'a plus besoin d'avoir une armée en face. En fait, il suffit de quelques personnes qui vont peut-être, enfin, de nouveau, dans la préparation, avoir beaucoup de personnes qui auront travaillé avec, mais finalement, c'est toujours enfin, le ratio entre l'impact et les moyens qu'il faut pour les causer, euh, on n'est plus nécessairement dans le monde, dans le monde physique. Ça veut dire que pour avoir autant de dégâts
sur un pays euh, que, on prend qu'une bombe nucléaire, eh bien, on peut le faire différemment. On peut bloquer des hôpitaux, on peut bloquer des réseaux d'approvisionnement, on va créer d'autres. Alors l'un euh, ne remplace pas l'autre, malheureusement si je peux m'exprimer comme ça. Par contre, ce qui est toujours tragique dans le domaine sécuritaire et quand on parle de la guerre, c'est que en fait, on ne fait qu'ajouter des couches. Vous pouvez attaquer quelqu'un avec une pierre, comme vous pouvez l'attaquer avec un drone. On parle, et l'un va répondre à des besoins différents, mais les deux, si vous devez vous protéger, vous devrez vous protéger aussi bien du lancer de pierre que de l'attaque de drone. Et c'est ça qui est de nos jours assez déstabilisant, c'est que la protection coûte extrêmement cher alors par rapport à ce qu'il faudrait pour l'attaque. Et on voit aussi des systèmes qui sont aussi complètement aux opposés. On peut aller très 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 vite avec un drone. Euh, Par contre, on peut aussi être complètement statique. Et au niveau des systèmes que l'on doit déployer par rapport à ce type de menace, eh bien, c'est deux approches qui sont relativement différentes. C'est pas les mêmes. Enfin, voilà, il faut les détecter, il faut les identifier, enfin, les identifier, les détecter, les classifier, puis après, il faut répondre à ça. Si vous avez une cible qui bouge pas, ben, c'est pas la même chose que vous avez une cible qui bouge à 200, 300 km/h. Donc, et tout ça en même temps. Donc, ce qui montre en fait la complexité de la chose. Euh, mais en fait, c'est notre réalité. Donc, bah, de nouveau, le but de notre échange, c'est pas d'être alarmiste ou quoi que ce soit, mais c'est juste d'illustrer où est-ce qu'est cette porosité, comme vous l'avez bien dit, qui est entre le monde civil, le monde militaire. On a des avions, on a des drones, on a des choses qui bougent en essaim, donc peu coûteux, une grande quantité. Vous avez des plateformes qui sont extrêmement chères, mais vous en avez peu. Elles permettent d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? En fait, la réponse n'est pas simple, mais ce que l'on peut être sûr, c'est qu'on se retrouve dans un environnement complètement systémique où en fait on résout quelque chose d'un côté, ça va créer quelque chose d'un autre, et puis eh bien, il faudra essayer de maintenir tout ça sous contrôle. Et c'est en fait le défi, je pense, pour tout un chacun, que ce soit après au niveau défense, même au niveau personnel, ou à tous les niveaux. Il y a tellement de possibilités de nos jours que voilà, il faut pouvoir euh, voilà, pour pouvoir choisir. Et puis Je crois choisir. que Et puis après, voilà. Je crois que en fait ça ouvre en fait de longues années et un long travail encore pour Arma Suisse, pour le DevTech et puis pour l'atelier des futurs. Donc je pense que vous n'allez pas chômer en fait dans les prochaines années. Il y aura vraiment vraiment de quoi faire. Je vous remercie en fait pour ces réponses qui étaient vraiment absolument passionnantes et je vous propose en fait pour conclure notre entretien de vous poser quelques courtes questions centrées autour des thématiques européennes puisque comme nous sommes à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, évidemment que la chose européenne nous intéresse particulièrement. Alors je commence avec ma première question, une question très générale, hein, à la fois simple et très compliquée. Que représente l'Europe pour vous? Alors, pour moi, l'Europe, alors de nouveau, très personnellement et subjectivement, pour moi, avant tout, c'est un territoire géographique. En fait, quand moi, on évoque l'Europe, alors c'est peut-être un biais de ce que l'on avait vu appris à l'école primaire et au cycle, mais en fait, c'est une zone géographique voilà, qui est là. Donc plutôt apolitique, on va dire, que l'Europe telle que l'on le conçoit aujourd'hui, enfin avec l'euro, si on veut. Oui, mais c'est aussi une vision tout à fait juste hein, de l'Europe et puis qui remet peut-être quelquefois l'Europe là à sa place, à savoir que les politiques passent, mais la géographie, elle, elle reste. Elle reste, oui, ou elle avance beaucoup plus lentement.
effectivement. Ouais. Alors, autre question, mais qui sera d'ailleurs liée à la première, quels sont les atouts et les défauts de l'Europe, selon vous? Alors, certes, d'un point de vue géographique, c'est plus compliqué, mais peut-être aussi d'un point de vue Ouais. de construction politique et également de construction de défense. Alors là, je ne vais pas entrer dans les discussions actuelles, mais je pense qu'un des atouts de l'Europe, ce qui lui en fait peut-être, alors plus qu'un défaut, je veux dire, c'est peut-être sa faiblesse, c'est on a affaire à des cultures différentes. En fait, on ne vit pas la même chose si on est au sud de l'Italie ou on est au nord de l'Allemagne. Je veux dire, on a des climats différents et ça, je pense que ça offre une énorme richesse. Et je pense que en fait, enfin, pour moi, le problème ou le défi qu'on a, c'est d'essayer de mettre tout ça dans un même moule. Et donc, c'est pas vraiment le défaut enfin, oui, pour moi, ce serait un peu le défaut, c'est est-ce que comment est-ce que l'on arriverait à maintenir ces diversités, à les chérir, à les faire progresser, tout en ayant en fait une vision commune? Parce que de nouveau, sans être très fortement axé politique, l'Europe telle qu'on l'a conçue actuellement, c'est une Europe économique. C'est pour agrandir enfin, voilà, l'accès à un marché plus grand, pour vendre plus, pour peser un peu plus dans quelque chose d'économique. Mais il me semble qu'on n'a jamais pris en compte autre chose, des façons de faire différentes, et je pense que voilà, peut-être idéologiquement parlant, euh, ouais, c'est un petit peu, c'est un atout à mes yeux, parce que plus on a de diversité, plus théoriquement on est résilient et on peut s'adapter ou bien utiliser une solution pour un cas de figure ou pour un autre. Et j'ai quand même l'impression euh, que ce soit simplement ce que j'ai vu récemment de manière humoristique, le type de villas qui se construisent en Europe, qui sont exactement les mêmes partout et où on a en fait complètement effacé les spécificités locales. Et personnellement, je trouve ça triste, mais bon, c'est la réalité. Mais je pense qu'il y aurait mieux à faire par rapport à cette diversité, et je suis sûr de construire quelque chose de commun en tenant compte de la diversité, comme on l'a un peu en Suisse, quoi. Alors Bah, de là à tirer je veux dire, je ne suis pas du tout la personne le mieux placée pour dire qu'il faudrait de construire l'Europe comme voilà, comme le système suisse. Voilà. Mais l'idée serait quand même d'avoir des peuples ou des entités différentes avec des façons de faire différentes qui ont une vision commune qui est le bien-être ou quelque chose d'autre et de le matérialiser. mais ce serait ça, en fait, votre Europe, l'Europe de vos rêves, ce serait vraiment une Europe vraiment qui intégrerait la diversité culturelle justement pour être plus résiliente. Et c'est ça ça revient un petit peu à la défense aussi, ça. Oui, alors plus résiliente aussi, d'avoir une vision qui fasse un petit peu rêver. Parce que je veux dire, ouais, enfin, il me semble qu'il y a, enfin, ce que l'on voit dans la presse ou en tout cas dans l'actualité, enfin, moi, ça me fait pas trop rêver de rejoindre l'Europe. Ben, si on devait, enfin, si on considère l'Europe comme ça, il me semble que, voilà, on n'a pas de vision claire. Ça serait intéressant qu'elle soit positive, quoi. Parce que c'est clair qu'en fait, en Europe, puis là, de nouveau, je mets la Suisse à l'intérieur de l'Europe, on a des défis qui sont présents. Le vieillissement de la population, problème de justement géopolitique comme ça, euh, qui pourrait être une opportunité aussi pour repenser certains modèles qui sont propres à la géographie européenne. Je pense que les problèmes de vieillissement de population, d'après moi, ils sont un peu similaires si on est en France, en Suisse, en Italie ou en Allemagne, ou bien on peut aller même un peu plus loin. C'est quelque chose qui est là par rapport à l'histoire du continent européen. Et
et d'après moi, d'avoir une vision qui colle à la thématique, assez positive si possible, avec des pistes pour justement où on se sent motivé à construire, ça serait quelque chose. Là, ce serait assez l'Europe de mes rêves, quoi, effectivement. Mm. Dernière question directement liée à l'Europe. Que représentent pour vous les grandes figures européennes et notamment Jean Monnet, puisque c'est un entretien pour la Fondation Jean Monnet. Est-ce que ces grandes figures représentent quelque chose pour vous? Est-ce qu'ils existent dans votre imaginaire ou pas du tout? Alors, je dois dire humblement que j'ai quand même dû aller regarder qui était Jean Monnet pour dire voilà qu'est-ce qu'il avait fait. Alors moi, de nouveau, après, on est fortement lié à l'éducation qu'on a reçue, aux lectures qu'on a vues. Pour moi, l'Europe, alors, bon, je sais que je vais peut-être pas m'attirer beaucoup enfin, voilà, de- d'amis comme ça, mais en tout cas, pour moi, la première fois que j'ai entendu parler vraiment d'Europe, ou à l'image qui me vient un peu à l'esprit, c'est De Gaulle, en fait, par rapport à voilà, à cette volonté, à cette vision d'en faire quelque chose. Et pour répondre en fait à votre question, euh, pour moi, que représente la grande figure? Bah, c'est une personne qui a une vision, et si possible, une vision qui est, comme j'avais l'impression aussi en lisant la biographie de Jean Monnet, tout comme du général de Gaulle, qui se mettent au service de quelque chose qui est plus grand. Et c'est en fait ce que j'ai un peu l'impression qui manque actuellement, c'est qu'on a beaucoup de figures politiques. Alors on peut les apprécier ou pas les apprécier, ça je n'entrerai pas dans ce débat, mais il semblerait quand même que en fait, toutes cherchent un petit peu leur agenda personnel. Et on n'a pas enfin, on n'a pas l'impression que de quelque chose supranational, justement, à l'échelle du continent européen, de tout ça. Et pour moi, quelqu'un qui est, enfin, quand on dit une grande figure, bah, ce serait une personne un peu qui matérialiserait, qui représenterait un peu cet idéal, c'est une sorte de noblesse, d'âme, on va dire. On dit, voilà, en fait, on a une vision, on s'y met corps et âme, et puis hop, voilà, il y a tout qui... Enfin, on y croit, on construit. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je verrais une grande figure européenne, quoi. Merci. Alors, j'ai une toute dernière question. Je vous ai transmis une série de 10 affiches liées à l'histoire européenne, puisque la Fondation Jean Monnet possède une extraordinaire collection de plus de 5000 affiches liées à l'histoire européenne, justement. Et je vous ai demandé d'en sélectionner une parmi les 10. Alors, quelle est l'affiche que vous avez sélectionnée? Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle évoque pour vous, pourquoi vous l'avez choisie et pourquoi vous la trouvez intéressante ou pas, d'ailleurs? Alors, j'ai choisi je ne sais pas si je dois dire la cote, mais en fait, l'affiche réalisée par Mario Pupo, qui Mhm. est de 1950, qui a... Oui, en fait, ce qui m'a marqué dans cette affiche, alors déjà, c'est la présence du drapeau suisse, donc, où la Suisse est complètement intégrée dans le... Alors, c'était pour la promotion du plan Marshall. Alors, je pense, bon, peut-être un autre contexte, mais on voyait que, voilà, toutes les nations que l'on considère géographiquement européennes y figurent. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que en étant très sobre, on voyait que on cherchait à construire quelque chose avec des usines. Donc bon, c'était sûrement l'époque où on représentait l'industrie de cette manière-là. Par contre, on a les germes de blé. Donc on avait quand même réalisé que la nourriture était quand même quelque chose d'important. On a le mur, donc dans la robe de cette personne féminine. Donc déjà, on pourrait se dire, ah bah tiens, ils avaient vu que voilà, il y avait le rôle féminin qui était un peu mis en avant. Alors après, de nouveau, je ne sais pas historiquement comment ça a été vu,
Et on voyait d'un côté la paix matérialisée par la colombe, de l'autre côté cette flèche qui montre quand même que voilà, il faudrait peut-être pas, enfin la guerre et la paix un petit peu, on est prêt à la bataille mais on aimerait la paix. Et je trouvais en fait ça résumait très bien un peu tout ce que toutes les tendances, tout ce que l'on cherche à, enfin ouais, toutes les tendances en tout cas euh, du moment dans une affiche, alors sans titre, sans rien, on pouvait chacun construire son narratif et je trouvais ça très puissant comme représentation, quoi. Merci beaucoup pour ce commentaire de cette, effectivement, cette très belle affiche. C'était un entretien qui était absolument passionnant. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça à un spécialiste de la prospective, mais on vous souhaite un merveilleux avenir pour l'Atelier des Futurs et je recommande vraiment à tous nos auditeurs et auditrices d'aller consulter ce site web où il y a tout qui est gratuit, tout qui est ouvert. C'est une mine, mais absolument incroyable d'histoire, de réflexion, de propositions. Enfin, c'est extrêmement stimulant. Donc, si vous vous intéressez à la défense, à l'histoire, à la prospective, à la science-fiction ou à rien de tout ça, mais simplement que vous êtes curieux, eh ben, allez-y parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. Et Quentin Ladetto, je vous remercie encore pour cet entretien et ma foi, je vous souhaite un bel avenir. Ben, merci à vous et puis enchanté d'avoir pu échanger durant ce moment. Et puis, comme vous l'avez très bien mentionné, tout est en accès libre, donc n'hésitez pas à venir regarder sur les différents sites et aussi à y contribuer, pourquoi pas. Donc, vous êtes les bienvenus. Et une chose qui est importante aussi de mentionner, bah, c'est que l'avenir, ça se construit ensemble. Donc voilà, on est tous dans le même bateau, si on peut le dire, et essayons d'en faire le mieux que l'on peut. Une magnifique conclusion, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.